Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce forum de la transition énergétique de la région Grand Est. Je voudrais vous remercier, vous intervenants, vous participants, l'équipe d'organisation et aussi le garage Scania à Hermans à Metz, représenté par Gérard Fabry et Jean-Marie Faust, pour l'aide qu'ils nous ont apportée. Alors, il y a trois raisons principales pour lesquelles nous organisons ces forums de la transition énergétique des transports routiers à travers la France. La première raison, c'est de faire prendre conscience du défi sanitaire. Ce défi sanitaire concerne la qualité de l'air, et cette qualité de l'air, cette mauvaise qualité de l'air, représente 48 000 morts par an dues à cette pollution. Pour indication, le Covid, c'est jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, 55 000 morts. La France, d'ailleurs, a été condamnée par la Cour de justice européenne pour ne pas avoir protégé ses citoyens. Et le Conseil d'État a condamné en juin 2020 le gouvernement à une astreinte de 58 000 € par jour pour insuffisance de moyens dans cette lutte. D'ailleurs, Bruxelles a adressé très récemment une mise en demeure au gouvernement pour lui demander de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation. Et d'ailleurs, les textes prévoient une amende d'au moins 11 millions d'euros et des astreintes de l'ordre de 240 000 € par jour jusqu'à ce que les normes de qualité d'air soient respectées. La deuxième raison concerne le défi environnemental. Il s'agit de faire prendre conscience de la nécessité absolue de diminuer les gaz à effet de serre pour respecter les accords de Paris de 2015 qui ont fixé comme objectif un réchauffement de la planète à plus 1,5 degré maxi en 2050. Concrètement, ça signifie que tous les 10 ans, il nous faut baisser nos émissions de CO2 de l'ordre de 50%. D'ailleurs, les échos du 3 décembre dernier ont mis en évidence que le recours accru aux énergies fossiles pèse sur les objectifs de l'accord de Paris, puisque le respect de cet accord entraînerait la nécessité de baisser de 6% par an les émissions de CO2, et aujourd'hui nous les augmentons de 2% par an. La troisième et dernière raison de l'organisation de ces forums de la transition énergétique, c'est de donner la parole aux régions pour connaître leurs initiatives vers des mobilités plus vertueuses. Et d'une manière générale, de mettre en évidence l'importance des échanges pour co-construire ces solutions. Je vous propose aujourd'hui de dérouler un petit peu ce forum de la façon suivante. Je vais vous faire une petite présentation succincte mais imagée des deux défis, le défi sanitaire et le défi environnemental. Et puis nous échangerons sur deux thèmes. Le premier sera de faire en fait un état des lieux des initiatives et des actions concrètes en matière de transition énergétique dans les transports routiers, d'ailleurs qu'ils soient de marchandises ou de voyageurs, dans nos territoires aujourd'hui. Et le deuxième thème concernera les plans de relance et de savoir quelles sont les innovations pour construire la mobilité durable en région Grand Est. Et nous terminerons enfin par un petit tour succinct mais complet des solutions techniques que nous proposons pour réduire dès aujourd'hui jusqu'à 90% les émissions de CO2. Le document de synthèse de ce forum sera disponible sur le site www.scania.fr. Alors je voudrais accueillir nos intervenants, à commencer par Madame Béatrice Agamemnon, qui est deuxième adjoint à la ville de Metz, en charge de la coordination de la politique municipale en matière d'espace public, de mobilité et d'espace vert. Madame Agamemnon est aussi cinquième vice-présidente à Metz Métropole en charge de la mobilité et des transports et directrice adjointe du CEREMA Est. Madame Mireille Gazin, conseillère régionale, présidente de la commission transport de la région Grand Est et présidente de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. Monsieur Brahim Amouche, qui est député de la Moselle et membre de la commission des affaires sociales. Et enfin Olivier Monod, qui est directeur régional Grand Est de Transdev. Nous aurons aussi la présence de Louison Guinfolot, qui est ingénieur des ventes car et bus chez Scania et qui pourra répondre aux éventuelles questions que vous auriez spécifiquement sur les autocars et les autobus d'un point de vue de la transition énergétique. Ce que je vous propose, c'est de retrouver l'enregistrement de ce forum sur le site www.scania.fr/fte. Nous en ferons écho, bien entendu, sur les réseaux sociaux et par l'intermédiaire de votre distributeur Scania.
Pour le confort de tous, je vous propose de vous mettre en mode mute, mais si vous avez des questions, de ne pas hésiter à utiliser la messagerie instantanée, le chat qui est disponible sur votre interface. Je m'appelle donc Gilles Boster, je suis directeur du marketing, de la communication et des affaires publiques chez Scania France. Alors voilà, je voudrais vous montrer les trois grandes tendances qui se présentent au monde actuellement. D'abord, la première tendance, c'est l'urbanisation. En 1950, 751 millions de personnes habitaient en zone urbaine. Aujourd'hui, ce sont 4,2 milliards, c'est-à-dire un habitant sur deux, qui habitent les villes. Et en 2050, ce seront 6,7 milliards, soit 7 habitants sur 10. Et d'ailleurs, les métropoles de plus de 10 millions d'habitants étaient au début du 19e siècle de 2 villes à travers le monde. Elles sont aujourd'hui de plus de 20. La deuxième tendance, c'est le développement durable, et nous en sommes la preuve aujourd'hui. Nous parlons de développement durable. Il n'y a pas une journée qui se passe sans que les nouvelles et les informations qui nous parviennent en fassent état. Et la troisième grande tendance du monde, c'est la digitalisation. Du côté de nos activités, ce sont d'abord la connectivité. Aujourd'hui, ce sont plus de 400 000 véhicules Scania qui sont connectés et qui renvoient dans un serveur toutes les 10 minutes leurs données d'exploitation qui permettent à nos ingénieurs de peaufiner la recherche et développement et la spécification des véhicules. Deuxième grande tendance dans nos activités, c'est l'électrification. Nous avons lancé il y a 1 an le premier autobus électrique, il y a quelques mois le premier camion électrique, et Henrik Henriksson, le CEO de Scania, a promis dans ce domaine une nouveauté tous les ans. Et enfin, l'avènement de véhicules autonomes dont les premiers tests vont bientôt commencer. Alors, le premier défi, c'est le défi sanitaire. Le défi sanitaire, le voilà. Il a un coût économique dû à la pollution de l'air estimé à 3,5 milliards d'euros par an à Paris, soit à peu près 1 600 € par habitant. Et vous pouvez voir sur cette courbe les normes qui nous ont été imposées à nous constructeurs depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Et vous voyez à gauche de la droite, au niveau de la norme Euro 0 en 1990, on ne prenait pas en compte les émissions de particules. C'est plus le cas aujourd'hui puisque depuis 2013 pour les nouveaux types et pour l'ensemble des véhicules en 2014, la norme Euro 6 nous impose de contrôler ces 4 polluants locaux que sont les dioxydes d'azote, le monoxyde de carbone, les hydrocarbures et les particules. Pour vous donner une idée, le passage de la norme Euro 5 à Euro 6 a nécessité 1 milliard d'euros de recherche et développement pour Scania et pour nos clients a représenté environ 10 000 € de plus sur le prix du véhicule. Cette norme Euro 6 a permis, en fait, à partir de la norme Euro 1, de baisser les émissions de dioxyde d'azote et de particules de 95%. Et enfin, le passage de la norme Euro 5 à Euro 6 a encore réduit les particules de 50% et les émissions de dioxyde d'azote de 80%. Le deuxième défi, c'est le défi environnemental. Vous voyez ici le globe terrestre avec 2 sphères. Une sphère représentant la quantité totale d'air disponible pour la planète et la sphère bleue représente la quantité d'eau disponible. Ça, c'est depuis des siècles, c'est ce que nous avons aussi aujourd'hui à disposition et ce que nous aurons dans les siècles à venir. La vraie question est de savoir comment on va les utiliser. Je voudrais revenir sur cette courbe pour vous montrer un petit peu à quoi est dû le réchauffement climatique. En fait, il est dû principalement à 3 gaz. Ce sont le dioxyde de carbone, c'est le méthane et c'est le protoxyde d'azote. Et vous voyez que depuis 1950, la progression de ces 3 gaz a été absolument exponentielle. Une autre façon de regarder ce que représentent les émissions de CO2, c'est de jeter un œil à ce petit dessin. On y voit des sphères, alors ici il se trouve que c'est une rue à New York, peu importe, et ça pourrait être n'importe quelle grande ville du monde. Et vous voyez que ces sphères sont des sphères qui représentent 1 tonne de CO2, CO2 émis bien sûr par le transport, mais aussi par le chauffage ou l'industrie. Voilà ce que représente
les émissions de CO2 dans une ville de New York au bout d'une journée, et voilà ce que ça représente au bout d'une année. Quand vous multipliez ces volumes par le nombre de villes de grande importance qui existent à travers le monde, vous pouvez avoir une petite idée du défi gigantesque qui se présente à nous. Alors, les accords de Paris ont défini un maximum de réchauffement de la planète de plus 1,5 degré à l'horizon 2050. Ça signifie qu'il va falloir réduire les émissions de CO2 de l'ordre de 80%. Vous avez sur l'échelle de gauche les émissions de CO2 en tonnes par habitant. La moyenne du monde aujourd'hui est d'environ 5 tonnes par habitant. Les noms des pays ont été cachés, mais vous pouvez facilement deviner que les pays industrialisés, donc plutôt sur la gauche de l'axe horizontal, sont les plus émetteurs. Les pays en voie de développement le seraient bien sûr sur la droite et sont beaucoup moins émetteurs de CO2. Et si on veut respecter ces accords de Paris, il va falloir que les pays industrialisés baissent leurs émissions de CO2 de 80%. Et 80%, ça veut dire que il faudra qu'en 2050, nous émettions aussi peu de CO2 que un pays comme le Zimbabwe actuellement. Et limiter le réchauffement de la planète à plus 1,5 degré en 2050 signifie que tous les 10 ans, il nous faut diviser par 2 notre empreinte carbone. Alors pour ça, il y a 3 moyens de le faire. On peut le faire d'abord par un levier qui est celui de l'efficacité énergétique, comme par exemple la formation des conducteurs à la conduite économique. On peut aussi optimiser les spécifications des véhicules et on peut par exemple aussi optimiser les programmes de maintenance. Deuxième levier possible, c'est celui des transports intelligents et sûrs, en connectant les véhicules pour pouvoir communiquer avec eux directement. Faire en sorte que beaucoup moins de véhicules circulent à vide ou partiellement chargés. On peut augmenter la communication avec ces véhicules et on peut, par exemple, aussi définir des zones d'activité grâce à ce qu'on appelle le géofencing. Le troisième levier est celui des carburants alternatifs et de l'électrification, et c'est ce dernier point que je vous propose que nous développions aujourd'hui. Voilà, je vous propose d'aborder le premier thème de ce forum. Nous allons nous intéresser aux initiatives et aux actions concrètes en matière de transition énergétique, alors à la fois dans les transports routiers de marchandises et de voyageurs, qui ont été mises en place dans la région Grand Est. Je voudrais m'adresser à vous, monsieur le député, pour vous poser la question suivante. Il y a à peu près un an que la LOM, la loi d'orientation des mobilités, a été promulguée. Quel est d'après vous le premier bilan qu'on peut tirer de cette loi, plus particulièrement évidemment sur les sujets de la transition énergétique dans les transports routiers? Conforme à la charte de l'environnement qui fait aussi œuvre de principe au niveau de notre constitution et de nos pratiques, qui, je vais vous lire juste ce que dit le Conseil constitutionnel, c'est que l'objectif fixé à l'acteur de l'État par cette loi et notamment par son article 73 qui veut décarboner complètement notre secteur des transports terrestres, c'est un objectif d'atteindre cette décarbonisation complète des secteurs des transports d'ici à 2050, et c'est là que le Conseil constitutionnel émet son avis et qui est très intéressant, n'est pas manifestement inadéquat aux exigences de l'article 1 de la Charte de l'environnement. Donc, cette orientation des mobilités a valeur au niveau du Conseil constitutionnel et au niveau de la loi, aura une valeur fondatrice de la transition qu'on veut mener à bien et de la société qu'on veut pour demain. Et c'est une société, bien évidemment, du mieux vivre dans des énergies durables et partagées. Que dit cette loi précisément, puisque vous m'interrogez sur la loi? Alors, il y a plusieurs volets sur cette loi. C'est une loi qui a 189 articles, qui a 127 mesures d'application, qui a 18 habilitations à légiférer par ordonnance et qui a 16 rapports qui sont attendus. Donc, vous pensez bien qu'au bout d'un an, tout cela n'a pas été, particulièrement en raison de la crise sanitaire, mais dans la durée de vie d'une loi, c'est très court pour évaluer. Au bout d'un an, tout n'a pas été mis en place, mais les orientations sont bien enregistrées, notamment la programmation financière des infrastructures transport,
puisque nous avions pour 2022 proposé 13,4 milliards d'euros, et en réalité, nous avons, avec la crise sanitaire et avec le plan relance qui fera œuvre d'une autre intervention en deuxième partie, mais sur les 100 milliards, il y a 30 milliards destinés, donc un bon tiers des 100 milliards du plan de relance destinés justement à la transition écologique et également énergétique. D'ailleurs, en travaillant un petit peu ce forum, j'avais fait un petit lapsus que j'ai corrigé, j'avais marqué transition écologique et j'ai transformé en énergétique. Donc je ne sais pas ce qu'il faut en dire, mais en tous les cas, je pense qu'il faudrait peut-être effectivement préciser les choses, ce que l'on entend dans l'énergie et ce que l'on entend dans l'écologie, mais je pense que l'un englobe l'autre. Il y a la particularité de la gouvernance. Nous aimerions renforcer, et c'est très bien que vous fassiez intervenir effectivement des acteurs du terrain, et notamment mon amie Béatrice que je salue, Madame Gazin, donc des acteurs de la région et de la métropole, parce que la loi propose aussi aux EPCI de reprendre la main, s'ils le souhaitent, concernant la gouvernance, notamment aux autorités opératrices de mobilité. Sinon, par défaut, eh bien, la région restera chef de file, organisatrice des transports. Mais la loi donne la possibilité aux EPCI de reprendre la main sur ces dossiers, particulièrement sur les petites lignes, mais également sur les zones d'émissions faibles, de faibles d'émissions en CO2, donc d'aménagement du territoire. Il y a la question du numérique, c'est effectivement incontournable, mais la question du numérique, il faut quand même le préciser tout de suite, c'est qu'il y a aussi nécessité dans le numérique de réduire les émissions, parce que le numérique, on l'oublie, mais est aussi quelque part pourvoyeur. C'est pas du 0% de pollution. Elle est aussi pourvoyeuse, le numérique en elle-même, de pollution. Donc là, il va falloir aussi s'y attarder ou s'y attacher. Voilà ce que je peux dire sur la question du transport multimodal également. Bon, je ne sais pas si on interviendra autour de cette question. Oui, bien sûr, bien entendu, n'hésitez pas. Et justement, merci Monsieur Amouche pour votre intervention. Madame Gazin, justement, la région Grand Est met en œuvre la transition énergétique dans les transports, et alors même que les contraintes sur la qualité de l'air avec la mise en place des ZFE, par exemple, se font de plus en plus fortes, notamment d'ailleurs autour de l'Eurométropole de Strasbourg. Comment est-ce que vous accompagnez les transporteurs de la région dans ces mutations? Oui, merci de la question et bonjour. Et si vous le voulez bien, je vais tout de suite saluer Monsieur le député et lui dire qu'effectivement, merci d'avoir rappelé le rôle de la région en tant qu'autorité organisatrice des transports. Mais vous savez que nous avons, en particulier pour le routier, repris seulement au 1er janvier 2017. Nous étions avant fortement impliqués dans le ferroviaire. Seulement au 1er janvier 2017, tout ce qui était transport interurbain et par anticipation le scolaire. Donc, nous sommes effectivement plus récents et nous avons en devenir ce chef de file-là aux côtés des territoires sur sur tout ce qui est les nouvelles mobilités, je le dirais. Et là aussi, nous avons une belle mission en devenir. Donc, merci de l'avoir rappelé. Je vous dirais, monsieur le directeur, que vous avez dit initiative des régions. La région Grand Est est pleine d'initiatives, co-construire. Je crois que c'est notre bréviaire, c'est construire avec les transporteurs. C'est l'élément qui est extrêmement important et nous sommes en particulier extrêmement proches des transporteurs routiers pour ce qui est notre nouvelle compétence, puisque nous avons à reconventionner 10 départements qui étaient justement en gestion de transport routier par les départements et sur lesquels nous avons à harmoniser une politique régionale globale et à reconventionner l'ensemble de nos marchés sur une durée de 5 ans. Donc un travail qui est là extrêmement important et vous le verrez, nous relayons aussi les innovations qui sont existantes et qui nous arrivent des transporteurs. C'est un élément extrêmement important
cette co-construction. Donc, vous savez que nous sommes une région qui est au cœur des échanges européens, que les flux de transit sont extrêmement importants, flux de marchandises, et qu'en même temps, cette région, elle a une diversité, une hétérogénéité de démographie avec de grands espaces ruraux. Donc, la mobilité est devenue pour nous un enjeu qui est un enjeu majeur. Donc, la transition vers une mobilité durable, elle va permettre évidemment de réduire les problématiques de la qualité de l'air, mais aussi de préserver la ressource, on ne le dit pas assez, et en particulier de valoriser un potentiel énergétique de la région qui est effectivement cette énergie que nous fabriquons en région Grand Est, et là, c'est important. Alors, il faut être clair, au niveau des transports, c'est le premier secteur dans le Grand Est émetteur de gaz à effet de serre. C'est 25% des émissions de gaz en 2016, c'est 26% aussi de nos consommations énergétiques. Donc, vous le voyez, enjeu important. Et donc, dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, ce grand schéma qui embrasse tous les schémas, puisque la région a une vraie volonté structurante, ce grand schéma qui a été approuvé en novembre 2019, mais qui est en construction depuis le début de notre mandat, l'enjeu de l'amélioration de la qualité de l'air via la réduction des émissions liées au transport routier a été clairement identifié. Nous ne sommes pas dans une actualité de la découverte. Immédiatement, nous nous sommes engagés sur des initiatives, une des initiatives étant bien entendu le report modal aussi. Et celui-là, il ne faut pas le négliger. L'objectif ambitieux qui a été défini par ce SRADET, donc ce grand schéma, c'est faire de la région Grand Est un territoire à énergie positive à l'horizon 2050. Et ça se traduit par une production annuelle d'énergie équivalente à l'ensemble de nos besoins. Donc vous voyez que l'échéance est posée, l'objectif est posé, et nous visons également dans ce SRADET à développer le stockage de l'énergie, issu notamment du photovoltaïque, de l'éolien, de la méthanisation. Tout ce travail-là sur les thématiques complémentaires est aussi porté. Donc la volonté, au-delà d'un caractère purement réglementaire, la volonté politique de la région, elle est forte pour développer au maximum, je dirais, les modes de transport bas carbone. Alors comment ? Et en faisant évoluer les sources d'énergie des véhicules légers ou lourds avec des motorisations alternatives. Alors je parle des aides pour les boîtiers de bioéthanol, pour le biogaz, l'hydrogène, l'électricité. Tous les secteurs effectivement sont identifiés en proposant bien sûr des offres, puisque là c'est quelque chose qui est extrêmement important, aux usagers de la mobilité en milieu rural, ce qui est aussi pour nous un enjeu extrêmement important. Et puis, bien sûr, en incitant à la maîtrise des déplacements qui permettent de ne pas consommer. C'est quand même la manière la plus simple. Ceux qui ne consomment pas de ressources ou moins de ressources, c'est par exemple, et là vous vous y retrouvez, le transport collectif de personnes, le transport de marchandises, et puis les mobilités partagées, et puis les mobilités douces, et puis bien sûr le télétravail. Donc on est en particulier sur tous ces sites. Mais en ce qui concerne en particulier le transport routier interurbain, la région souhaite vraiment être exemplaire et elle s'inscrit dans un partenariat dynamique aussi bien avec les métropoles qu'avec les territoires ruraux et qu'avec les acteurs, je dirais, du transport, ce dont vous êtes tous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important. C'est ça. Mais merci beaucoup pour ces précisions et on voit bien qu'on sort du cadre même réglementaire législatif pour vraiment, on voit les actions concrètes qui sont mises en place par la région. Madame Agamemnon, vous êtes donc vice-présidente à Metz Métropole en charge de la mobilité et des transports. Je voudrais vous poser la question suivante. Est-ce que vous pourriez nous indiquer quelles sont à votre tour les actions mises en place par la métropole de Metz en faveur de transport de personnes, par exemple, plus respectueux de l'environnement? Oui, bonjour à tous. Mais écoutez, vous l'avez dit en introduction tout à l'heure, il faut vraiment qu'on diminue notre empreinte carbone. Et juste à un moment où la France elle est quand même accusée d'inaction climatique. Alors aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a un enjeu qui est majeur, qui est le développement des transports en commun.
Donc, au niveau de Metz Métropole, on a un réseau qui est en devenir avec 2 lignes de transport en commun en site propre, hein, le Métis. Mais en contrepartie, on a des quartiers ou des villes, des villages qui sont un peu moins desservis. Et donc, l'idée, c'est quand même de développer ces transports en commun, à la fois en développant aussi tout ce qui est parking relais, parking de rabattement pour inciter l'usager à prendre ces transports en commun, surtout en faisant des offres en soirée qui n'existent pas hormis les lignes de TCSP, améliorer bien sûr les liaisons interquartiers et aussi faciliter les usages par la tarification. Alors par exemple, on a mis en gratuité la navette du centre-ville qui est très utilisée notamment par les seniors. Alors, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, il y a le numérique qui a aussi son importance. On est en train de travailler à la mise en œuvre de la Smart City, hein, comme beaucoup, et avec une interconnexion des réseaux de transport et des systèmes de transport et de l'information relative au transport. L'idée, c'est qu'on puisse développer une information aux usagers qui soit de porte à porte et qui, du coup, incite à la fois nos usagers à utiliser les transports en commun, mais aussi d'autres modes de transport alternatifs. Alors, je pense aux pistes cyclables, mais que je ne développerai pas aujourd'hui, mais aussi on a une belle offre de covoiturage au quotidien, donc pour les déplacements domicile-travail. Et puis, on a aussi un certain nombre de développements en matière d'innovation. Alors, un sujet qui tient vraiment à cœur au président de la métropole, c'est le développement d'une navette fluviale sur la Moselle. Vous en avez peut-être entendu parler, donc une nouvelle ligne, mais qui soit fluviale. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est travailler sur l'innovation, puisqu'on a un écosystème innovant au niveau de notre métropole, sur notamment les transports intelligents, les véhicules autonomes, pour pouvoir desservir des zones qui sont peut-être moins denses, mais pour lesquelles des besoins sont très forts. Alors nous, en matière d'énergie, et puisque c'est quand même l'enjeu de ce forum d'aujourd'hui, on a une vraie opportunité au niveau de notre métropole. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a la création d'une 3e ligne de bus à haut niveau de service, donc avec une échéance fin de mandat, donc c'est quand même demain. Et surtout, on a le renouvellement de notre DSP transport à l'échéance de 2023. Tout cela fait que l'enjeu de la transition énergétique est majeur. Et avec le président, ce qu'on souhaite, nous, c'est de développer une nouvelle forme d'énergie qui est l'hydrogène vert. Et pourquoi l'hydrogène vert? Bien, tout simplement parce que, en tout cas, personnellement, je crois beaucoup à cette énergie-là. Et on a aussi un écosystème local qui nous permettrait à la fois de produire l'électricité à partir de photovoltaïque, hein, puisqu'on a des potentiels sur cette énergie au niveau local, mais on a aussi tout un tas d'industriels et de partenaires qui sont prêts à s'engager. L'idée étant d'avoir un socle de base qui soit notre 3e ligne de transport en commun en site propre, c'est quand même 20 véhicules, hein, donc c'est quand même pas rien. D'ensuite pouvoir mettre en œuvre cette énergie et donc reconvertir ou acheter de nouveaux matériels pour le renouvellement de notre DSP, donc les 180 autres véhicules qu'on peut avoir au niveau de notre métropole. Et puis à terme, travailler sur les bennes à ordures ménagères et tous les véhicules qui peuvent être intéressés, tout en sachant que cet écosystème pourrait être ouvert aux partenaires industriels, à des transporteurs qui sont de la région ou pas, puisque effectivement on aurait aussi l'opportunité, par exemple, de créer des stations-service hydrogène sur les stations-service autoroutières qui sont sur notre métropole. Donc je pense que tous les signaux sont verts pour créer cet écosystème, et donc nous allons très prochainement répondre à l'appel à projet de l'ADEME, et nous sommes bien entendu en contact aussi avec la région Grand Est sur ce sujet. Très bien, beau programme, merci beaucoup pour ces détails. Monsieur Monod, vous êtes opérateur international, spécialiste du transport de voyageurs. Comment agissez-vous concrètement en Grand Est, justement, sur ce sujet de la transition énergétique au niveau de votre parc roulant? Alors, dans la région Grand Est, nous avons 2 types d'activités. D'abord, nous assurons les services urbains dans une dizaine d'agglomérations. Donc, deux grandes agglomérations comme Reims et Mulhouse, où là, il y a à la fois des bus, mais du tramway et même à Mulhouse, du tram-train. Et dans 7 autres villes de la région, plus petites, comme Verdun, Saint-Avold, Saint-Dié-les-Vosges. On réalise également, pour Madame Gazin, du service interurbain, que ce soit des services réguliers ou pour les scolaires. Et aujourd'hui,
tous nos clients autorités organisatrices sont confrontés à ce défi de transition énergétique. Alors, la question qu'on pourrait trouver facilement dans la presse, qui est simple comme ça, qui dit finalement c'est quoi la solution? Est-ce que c'est le gaz? Est-ce que c'est l'hydrogène? Est-ce que c'est l'électricité? La question est simple, mais on voit bien que la réponse est beaucoup plus complexe. Elle est plus complexe parce que elle s'inscrit d'abord dans une politique du territoire, dans sa structuration, et puis bien sûr dans la capacité financière aussi. On voit que certaines collectivités, alors nous avons la chance d'exploiter à Amsterdam un réseau entièrement électrique, mais c'était une volonté politique très forte et un investissement colossal, donc aussi des choix qui sont portés en termes d'investissement. Et aujourd'hui, je vois par exemple à Reims, on est en train d'avoir la discussion sur comment faire muter notre parc Euro 6 et les orientations qui sont prises, alors surtout pour les centres-villes, on voit c'est plutôt l'orientation vers le gaz, le GNV, et l'électrique. Donc, par exemple, là, le scénario qui est en train de se construire, c'est le BHNS serait plutôt électrique et puis les autres bus plutôt au gaz. Voilà. Donc, mais si on va dans une autre agglomération, on trouvera un scénario différent. D'autres, en Artois-Gonel, le choix a été fait de basculer tout de suite à l'hydrogène. Hein. Alors, ça, c'est à la fois très séduisant, parce que, comme le disait Madame Agamenon, c'est vrai que c'est une énergie pleine d'avenir, et moi, je fais partie aussi de ceux qui y croient, mais on voit bien qu'aujourd'hui, acheter un bus à l'hydrogène, bah, c'est juste 2 fois plus cher qu'un bus, même au gaz. Voilà. Donc, là aussi, il y a tout un travail chez les constructeurs, et là, je peux vous renvoyer la balle aussi donc à Scania, pour arriver à proposer des solutions techniques abordables pour pouvoir relever ces défis. Mais c'est surtout, c'est le deuxième point que je voulais dire, on ne faut pas le regarder que vu du transport. On est souvent dans une solution plus systémique où, et je vois les discussions qu'on a aussi par exemple, récemment sur Reims pour le transport des déchets, ou les véhicules municipaux, voilà, c'est avoir une cohérence d'ensemble sur la source énergétique qui va servir à l'ensemble des services qui roulent. Vous avez abordé un point qui est très important, c'est celui le point de vue économique aussi. Et ça nous mène directement au deuxième sujet, qui est le sujet du plan de relance, et des plans de relance qui sont mis en place sur le territoire national et particulièrement en région Grand Est. Monsieur Hamou, je voudrais vous poser une question concernant le débat budgétaire actuel pour l'élaboration du PLF 2021. Quelles sont, selon vous, avez-vous identifié des innovations dans le domaine des filières industrielles, par exemple, qui sont impliquées dans cette transition énergétique et qui pourraient bénéficier d'un soutien financier de l'État, un accompagnement de l'État, en fait, dans les années à venir? Oui, alors, les innovations, ça part sur deux principes, et c'est sur ces deux bases-là que les financements auront lieu. C'est ce qu'on appelle les secteurs d'avenir. Les secteurs d'avenir, c'est ceux qui apportent de la valeur ajoutée à la France, c'est une forme de souveraineté dans l'innovation, et c'est des relais de croissance de demain. Donc, c'est toutes les énergies à la fois durables, renouvelables, mais qui sont, je dirais, qui entrent dans un cercle vertueux. Alors, on a cité l'hydrogène décarboné, mais il y a d'autres innovations aujourd'hui sur des thématiques sur lesquelles on travaille, notamment tout ce qui est le plan génération Deep Tech. C'est une génération où on veut développer 8 thématiques, une sur le numérique, une sur la réduction de l'empreinte justement écologique de ce numérique, une sur les espaces particulièrement de qualité de l'air, une sur la santé, les données, santé mentale et diagnostic santé rapide et nomade, une sur l'économie. Ça vient d'être un petit peu abordé sur la cohérence dite d'ensemble ou la vision systémique. C'est aussi ce qu'on appelle la circularité de l'économie. Une sur la performance environnementale des bâtiments. Une sur l'adaptation également des territoires au changement climatique.
et la dernière donc sur l'hydrogène décarboné. Voilà, si vous voulez, les 8 thématiques qui ont été identifiées dans le plan innovation. Et bien évidemment, dans les innovations, vous le savez comme moi, il y a 3 types d'innovation. Il y a l'innovation d'amélioration d'un produit, d'incrémentation. Il y a l'innovation dite de rupture ou l'innovation plus radicale. Et puis, il y a l'innovation de produits que nous ne connaissions pas et qui sont, on va dire, ex nihilo. Donc, toute cette tendance-là, à la fois de l'innovation qui crée de la valeur en France, ou en tous les cas qui permet d'être, et c'est l'objectif, on a parlé de 2050, mais l'objectif c'est d'être la première grande puissance européenne en termes d'économie durable. C'est un peu ça notre objectif, c'est travailler pour 2050 avec bien évidemment les accords de Paris qui ont démarré et qui ont lancé les choses, les acteurs de territoire et bien évidemment les financements. Et je dois dire que pour les opérateurs, par exemple dans le plan de financement, puisqu'on en est au 4e, hein, de prendre le PLFR 4, comme on dit dans notre jargon, on a voté une clause de retour à meilleure fortune, entre guillemets. On a appelé ça comme cela. Qu'est-ce que c'est que cette clause de retour? C'est de permettre justement aux opérateurs qui vont avoir une avance ou un remboursement octroyé ou en avance perçue, de leur permettre une tolérance et de ne pas rembourser immédiatement, mais après une moyenne de 3 années, 2017 à 2019, et sur un échelonnement de remboursement au minimum de 6 ans, au maximum de 10 ans, de ce qui a pu être avancé. Et ça peut aller à 750 millions d'euros hors Île-de-France, et pour l'Île-de-France, 1,175 milliards. Voilà, c'est des choses qu'on vient de rajouter dans le plan de financement rectifié, c'est tout récent. Ça permet justement de répondre aux inquiétudes des acteurs de terrain et des territoires sur la question de comment on fera et comment on va gérer la dette. Et en tous les cas, pour nous, je pense que les innovations, c'est un vrai cercle vertueux. On a cité quelques exemples d'innovation. On pourrait également citer l'intelligence artificielle. On pourrait citer les ordinateurs quantiques. Ça fait souvent la première page de Science et Vie, Science et Avenir, des revues qu'on achète pour nos ados, mais ou qu'on lit personnellement aussi. C'est pas, mais c'est quand même des éléments qui aujourd'hui il faut qu'on y soit. Il faut qu'on soit dans ce processus-là. Les assistances vocales, on va voter une loi dépendance, ou en tout cas on va réfléchir sur l'autonomie. Et bien évidemment, toutes les innovations on est preneur d'innovation pour développer l'autonomie de la personne. L'exosquelette aussi, dans le cas du handicap. Donc il y a vraiment un vaste champ où l'on peut être les meilleurs. Et tout à l'heure, vous aviez montré un petit schéma sur plus on était vers la gauche, plus on produisait, on avait des émissions. Et vous aviez dit, quand on est pays développé, et on est plutôt vers la gauche. Alors moi, j'ai discuté avec des industriels indiens, en l'occurrence. Je dois vous dire qu'en Inde, le problème, il est plus que majeur. Ils ne sont pas dans les pays dits industrialisés, ils sont pays en voie ou sont toujours dans des pays nouvellement, où on peut les considérer nouvellement industrialisés. Je ne sais pas comment on peut les classer aujourd'hui, mais en tous les cas, le problème des émissions de CO2 chez eux, il est extrêmement, c'est plus qu'un problème de santé, c'est vraiment un problème. Et là, en l'occurrence, de conception du modèle économique. Et en Europe, on veut être un continent, et c'est très bien vertueux sur ce développement-là. Et en France, on veut être les premiers de la classe. Donc, si on veut être les premiers de la classe en 2050, il faut bien évidemment qu'on se donne les moyens. Mais comme vous le savez, il n'y a de richesse que d'hommes et de femmes. Donc, on compte aussi énormément sur les acteurs, sur les générations, parce que je crois que ces innovations doivent aussi être des innovations de cohésion. Alors, on a parlé de la cohérence, mais la cohésion, c'est ce qui va permettre aussi, et là aussi, il y a tout un travail à faire, intergénérationnel et de transmission de ces nouvelles technologies
qui, à mon sens, ne peuvent qu'être bénéfiques, ou en tout cas le retour sur investissement ne peut être que profitable, et il faut qu'il soit profitable du plus petit patelin à la plus grosse métropole. En tout cas, merci pour cette vision holistique. Et c'est vrai que l'accompagnement, on le voit, c'est pas un souhait, c'est une réalité. Madame Agamemnon, le Green Deal européen, donc lui, souligne la priorité de décarboner nos transports urbains dans les années à venir, et particulièrement à l'horizon 2050. Quelles sont, selon vous, les innovations à favoriser financièrement dans ce cadre, notamment au niveau de la métropole de Metz, pour le mandat 2020-2026 qui s'ouvre? Écoutez, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, je pense qu'il y a un gros sujet qui est aussi aider au développement de filières industrielles, notamment dans le cadre de l'innovation et de la recherche. Alors, un travail sur les nouvelles motorisations, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'usine du futur 4.0, les sujets d'économie circulaire pour aider aussi nos transporteurs. Et puis, le gros sujet que j'évoquais tout à l'heure, c'était le sujet de l'hydrogène vert. Mais il n'y a pas que l'hydrogène vert, il y a aussi toute la partie électromobilité qu'il faut développer. Et donc, on s'y attache avec la mise en œuvre notamment de stations de recharge au niveau de toute la métropole. Alors, sur la partie écosystème, globalement, nous, on travaille beaucoup avec notre agence d'attractivité, mais personnellement, je crois beaucoup à cette logique de développement des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert. Ça permettra aussi d'offrir un circuit d'approvisionnement pour nos transporteurs avec un volume qui pourrait être intéressant et donc qui à terme pourrait faire diminuer les coûts des transports, parce que je pense qu'aussi ça c'est un des sujets qui est majeur pour eux, et en travaillant sur l'innovation avec peut-être des startups pour réadapter des moteurs existants aux nouvelles distributions. Alors, il y a un autre sujet qui est majeur, mais qui n'est pas lié directement à l'énergie, mais c'est aussi augmenter et améliorer la fluidité des transports. Et on travaille beaucoup avec le président sur l'ensemble des infrastructures de transport, notamment routières. Vous avez déjà entendu parler de la 31 bis, parce que ça a un coût quand même, toutes ces congestions, et notamment pour les transporteurs qui ne peuvent pas assurer des temps de parcours raisonnables. Le développement du ferroviaire en lien avec la région. Et un autre sujet qui tient beaucoup à cœur au président et notamment à moi, c'est le sujet des ports de la Moselle et de tout ce qui est zone d'échange multimodal qui sont à développer justement pour permettre une meilleure compétitivité pour nos transporteurs. D'accord, merci beaucoup. Madame Gazin, en tant que présidente de la commission transport de la région Grand Est, est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez transmettre aux transporteurs de marchandises ou de voyageurs? Un vrai message qui est pour eux de continuer à innover, à inventer, à nous proposer des expérimentations. Si vous le voulez bien, je vais vous citer tout de suite 4 petites expérimentations, ou pour le moins engagement, parce que le plan de relance, pour nous, c'est la relance économique. Et la relance économique, c'est l'investissement. Donc, si vous le voulez bien, c'est avant tout sur la relance à l'investissement que nous avons travaillé avec les transporteurs. Et puis, dans un deuxième temps, je vous parlerai très rapidement de quelque chose qui est notre avenir aussi, et c'est l'hydrogène. Donc, en ce qui concerne comment les transporteurs peuvent faire remonter, vous l'avez dit, relayer des initiatives, le mois dernier, par exemple, tout le mois dernier, sur une ligne régulière en Meurthe-et-Moselle, la ligne Fluo 410, qui est une ligne emblématique qui relie Nancy à Toul avec 450 000 voyages par an, eh bien, le transporteur a fait rouler un autocar au gaz. Ça a duré un mois et c'était une expérimentation. De la même manière, la navette Moselle TGV, qui relie justement Metz à la gare TGV, pendant un an, l'année dernière, elle a fonctionné avec un bus électrique, un autocar électrique, pardon. Et malheureusement, quand le marché du reconventionnement est arrivé, le surcoût n'a pas été retenu pour prolonger cette expérimentation. Et on l'a dit, il y a aussi derrière un problème financier. Et donc, là, il n'y a pas eu de poursuite de cette expérimentation.
D'un autre côté, il y a aussi les bornes de recharge. 650 points de recharge ont été financés par la région en 2020. C'est pas loin d'1 million d'euros de subventions. Et puis les compagnies s'organisent aussi. La compagnie de transport du Bas-Rhin, puisque vous avez cité Strasbourg et la zone de faible densité, immédiatement les compagnies ont entamé la mutation de leur flotte. On ne pourra probablement pas être prêt avec un renouvellement total de la flotte pour la date, je crois, qui est de 2024, mais la compagnie a déjà acheté 5 cars au GNV et son objectif, c'est d'avoir une flotte 100% propre d'ici 2030 et une station d'avitaillement gaz en 2021. Et même chose à l'autre extrémité de la région Grand Est, c'est la Régie des transports des Ardennes, qui elle aussi achète ses véhicules au gaz et qui va se doter de sa propre station sur son site de Charleville-Mézières. Donc vous voyez, nous sommes là aux côtés des transporteurs et nous renforçons par l'appui à l'investissement et par tous nos moyens cette mutation énergétique. Et si vous le voulez bien, en parlant du plan de relance national post-Covid, il a posé les bases d'un développement national de la filière hydrogène et la région va s'y appuyer. On le dit tout de suite, le déploiement de l'hydrogène, il doit se baser sur des écosystèmes, ça veut dire qu'il faut à la fois la production, la distribution et l'usage. L'usage, il peut être industriel, mais il peut être mobilité parce que la distribution, elle peut se concevoir aussi bien sous la forme des canalisations qu'en station de ravitaillement, en particulier pour les transporteurs. Il est important de savoir que les charges de fonctionnement de la mobilité hydrogène, elles sont guère plus importantes que celles de la mobilité carbonée, et c'est ça le point qui est important, mais que l'investissement dans la production, dans la distribution et bien sûr l'achat des véhicules, c'est là qu'il y a des coûts importants et qui peuvent effectivement freiner le développement. Donc à partir de cette analyse, on se dit que cette mobilité à hydrogène, elle pourrait trouver un équilibre économique si on s'attelle à faire muter les flottes qui sont les flottes lourdes, qui sont les flottes captives, qui sont les flottes publiques et privées et qui touchent le routier, le ferré et le fluvial. Et là, il y aurait dans le plan national un soutien financier qui est extrêmement important, sachant que on ne travaille, et c'est aussi un objectif que l'on a fixé, qu'avec de l'hydrogène vert et décarboné. C'est aussi l'objectif qui est important. Et il y a des ressources dans notre région parce que, à la fois, l'hydrogène pourrait être injecté dans les réseaux de gaz, donc c'est facile. On aurait des interconnexions énergétiques de la région avec les pays frontaliers. Le projet de conversion de la centrale de Saint-Avold, la centrale Émile Huchet, elle propose une production massive d'hydrogène et ça pourrait être valorisé en étant injecté dans une canalisation entre l'Allemagne, la France et le Luxembourg, et on pourrait ainsi monter des projets transfrontaliers de travail en commun sur le développement de cette filière, sachant qu'on est positionné sur des corridors européens et que stratégiquement, si on positionne les stations sur ces axes de circulation, on pourrait avoir effectivement assez rapidement, et c'est là, je dirais, un moment charnière, une mobilité à l'hydrogène de longue distance. Donc, que va faire la région, tout simplement pour favoriser cela? Elle va jouer le rôle fédérateur d'ensemblier pour accélérer les initiatives, et là je passe la main, pour saisir toutes les opportunités avec aussi les acteurs locaux. Et pour information, le plan national 2020-2030 prévoit une enveloppe de 6 milliards d'euros, ce qui n'est pas potent. Donc, ce qu'on vous propose, nous, et on va le délibérer, je l'ai dit, le 17 décembre en plénière, c'est soutenir 250 véhicules lourds pour pouvoir amorcer la filière, et nous allons lancer dès le mois de janvier des appels à manifestation d'intérêt qui sont proposés aux transporteurs du Grand Est et aux constructeurs, avec une assistance à maîtrise d'ouvrage qui a été mise en place pour pouvoir bien évaluer les besoins, pour pouvoir faire coïncider l'offre et puis la demande, et pour pouvoir justement, et c'est là que
que je renvoie vers les transporteurs, identifier des acteurs qui pourront se positionner dans les programmes européens à venir. Donc, vous voyez, nous ne manquons pas ni d'initiatives, ni de co-construction des initiatives dans la région Grand Est. Non, mais c'est ce que je vois. Et d'ailleurs, votre message est bien parvenu aux constructeurs que nous sommes. D'ailleurs, je voudrais signaler la signature par Scania de la charte d'engagement pour le développement durable des biocarburants en région Grand Est. Ça avait lieu lors du précédent salon de l'agriculture. Monsieur Monod, justement, on parlait tout à l'heure des énergies et des exemples concrets avec lesquels vous travaillez aujourd'hui. Comment est-ce que vous voyez l'avenir dans les transports routiers? Alors vous êtes directement en contact avec nous constructeurs. Comment vous voyez comment est-ce qu'on peut se préparer dans ces innovations, dans ces nouveaux carburants, dans ces nouvelles motorisations pour pouvoir d'abord décarboner, puis ensuite venir en soutien aux objectifs des régions? Alors, la réponse est là aussi un peu compliquée. Je pense qu'il y avait une dynamique très forte, une volonté, une capacité d'investissement qui malheureusement a été un peu amoindrie, c'est une litote, avec la crise de l'année 2020. Les collectivités avec qui on travaille, et c'est vrai pour la région, hein, c'est vrai pour toutes les métropoles, même les plus petites communautés de communes qui ont pris la responsabilité d'installer le transport dans leur territoire, se retrouvent face à une équation économique très compliquée aujourd'hui. D'abord parce que la baisse de la fréquentation des réseaux fait que il y a moins de recettes collectées par les voyageurs, et de l'autre côté, la crise fait que les ressources, le versement transport, lui aussi a baissé. Hein, et en même temps, on a une ambition encore plus forte où on dit il faudrait encore plus de transports en commun, des transports plus verts, mais qui coûtent plus cher à l'achat et à l'investissement. Voilà. Et donc là, on est dans un scénario où on est dans une inéquation. Hein, ça rentre pas. Hein, voilà. Alors aujourd'hui, je pense que les projets vont venir. Mais c'est vrai que par rapport au constat que vous faisiez en début de cette séance sur l'ambition, tous les 10 ans, réduire de moitié, cette année, en tout cas, on aura été une année blanche. Hein. On n'aura pas réussi à avancer du fait des contraintes économiques. Alors, on a des actions qui sont aujourd'hui encore modestes, je trouve, mais elles sont en place. Tout à l'heure, vous parliez, Mme Gazin, d'expérimentation. Voilà, donc on est en train d'acheter des véhicules électriques dans plusieurs agglomérations. On voit du travail qui se fait pour avoir des productions de méthane dans certaines zones de la région et qui sont des sources d'alimentation ensuite pour les transports. Ça avance modestement, mais pour autant, j'ai envie de dire, c'est le bon moment. Parce que ceux qui avancent les premiers, c'est un peu triste, mais les premiers de la classe vont être les plus aidés. Aujourd'hui, quand une agglomération veut veut acheter un bus électrique, il y a des aides de la Commission européenne qui permettent de rendre l'acquisition quasi identique à l'achat d'un bus aujourd'hui Euro 6. Voilà. Donc nous accompagnons justement, par exemple, Saint-Avold qui a cette démarche-là, et on les aide à monter les dossiers et à obtenir aujourd'hui des financements qui permettent de faire cette transformation. Et j'ai peur que les derniers qui s'engagent dans la démarche de transition auront malheureusement le plus de contraintes économiques pour pouvoir assumer leur projet. D'accord. Merci bien. Je m'adresse aux participants. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à profiter de la présence de nos experts pour poser des questions par le chat. Je voudrais terminer avec vous, monsieur le député. Au niveau de l'exécutif, existe-t-il des énergies dont on voit un développement plus important que d'autres dans les années qui viennent et dans les décennies qui viennent? On l'a cité, hein, je crois que c'est l'hydrogène. Hein, indiscutablement, ça va être l'hydrogène. Il faut mettre le paquet là-dessus. S'il fallait dire une chose, effectivement, l'hydrogène dans toutes ses formes,
Je crois que c'est d'ailleurs même lorsqu'on a des projets, alors c'est la question du temps, parce que lorsqu'on a des projets qui sont de haut niveau de service il y a 10 ans, est-ce qu'ils sont encore de haut niveau de service aujourd'hui? Hein, ça, c'est une question fortement qui, moi en tout cas, qui m'interpelle en tant que simple citoyen, en tant que député et en tant que citoyen, je dirais, sensibilisé à la question du développement durable. Voilà, est-ce qu'on peut encore dire qu'il y a un haut niveau de service si nous utilisons une énergie qui aujourd'hui et qui dans quelques années ne le sera plus? Donc, je crois qu'il y a vraiment, en termes de stratégie, alors c'est les niveaux de logique, hein, en termes de, il y a les logiques stratégiques et logistiques, il y a la logique économique et il y a la logique développement durable. Donc, en fonction du niveau de logique où on se situe, les visions, les conceptions de l'écosystème ne seront pas les mêmes. Et l'idéal, ça serait, je dirais, de mettre autour d'une table ronde, non pas les chevaliers de la table ronde, mais tous les, je dirais, celles et ceux qui partagent ces logiques et les faire participer dans une synergie pour avoir au centre, j'allais dire balle au centre, au centre, les rayons qui arrivent au centre de tous ces niveaux de logique pour faire un consensus, ou un consensus non pas mou, mais un consensus dynamique de ce qu'on peut faire d'un territoire vertueux en termes de développement durable et en termes d'ouverture sur et des innovations et des énergies nouvelles et renouvelables. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est l'hydrogène sur lequel, à mon sens, ou sur lequel il faut mettre le paquet. Hein. D'accord. Ouais, on voit bien à l'issue des échanges qu'on a pu avoir que les transports dans la région Grand Est représentent le premier émetteur de CO2, qu'on a parlé de mixité énergétique, donc en tout cas à terme, il ne semble pas qu'un carburant se substitue intégralement aux autres, mais une grosse tendance se dessine d'aller vers l'hydrogène et l'hydrogène vert. Là encore, nuance importante, de façon à ce que l'analyse de cycle de vie du carburant favorise les réductions de CO2. On parlait aussi, et vous en parliez, monsieur le député, de cercles vertueux, notamment dû à l'innovation. Mais monsieur Monod et vous-même d'ailleurs parliez aussi de rentabilité. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder à l'état d'esprit, dans l'esprit, de pouvoir à la fois allier l'innovation dans des carburants qui préservent ou qui réduisent au maximum l'impact carbone, mais aussi qui restent rentables. Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le député, Monsieur le Directeur, je voudrais vous remercier encore beaucoup de votre présence et de l'apport que vous avez pu faire durant ces quelques instants qu'on a pu passer ensemble sur ces défis à la fois sanitaires et environnementaux qui sont les nôtres aujourd'hui. N'hésitez pas à bien sûr rester encore quelques minutes avec nous pour découvrir les solutions que nous pouvons proposer aujourd'hui pour décarboner jusqu'à 90% les émissions de CO2 dans le transport routier. Bien entendu, ces interventions ont été enregistrées, vous les retrouverez sur le site internet. Je vous propose de passer tout de suite à la partie plus produit, pour laquelle on va faire un petit état des lieux des solutions que nous pouvons proposer dès aujourd'hui. Alors, la première solution concerne le gaz naturel comprimé. Le gaz naturel, c'est donc la fameuse molécule CH4. Nous proposons donc à la fois pour les camions, les autocars et les autobus, des motorisations en gaz compressé. Pour les camions, il y a 3 puissances disponibles, 280, 340 et 410 chevaux. Pour les cars et bus, ce sont 280 et 320 chevaux. Alors, il faut savoir que ce gaz naturel comprimé, quand il est d'origine fossile, permet de réduire par rapport au diesel ou au gasoil qu'on utilise traditionnellement sur nos moteurs, les émissions de CO2 de l'ordre de 10 à 15% maximum. Bien entendu, l'effet le plus important sur les rejets ou l'impact
sur l'environnement, c'est l'utilisation de biogaz ou biométhane qui lui permet d'arriver à des niveaux de l'ordre de 90% de réduction de CO2, et c'est déjà le cas aujourd'hui. D'ailleurs, l'intégralité des autobus que nous vendons depuis 2 ans maintenant aux collectivités sont des autobus qui fonctionnent avec des énergies alternatives. Nous ne vendons plus de véhicules de transport en commun urbain utilisant de l'énergie fossile, en tout cas du diesel. Les spécifications, alors vous les voyez, c'est un petit peu technique, mais sur les tracteurs, aujourd'hui, ce sont des empattements, des configurations d'essieux en 4.2. Sur les porteurs, vous voyez des configurations un petit peu plus larges, et d'ailleurs, on peut aussi proposer jusqu'à des malaxeurs à béton qui peuvent utiliser le moteur au GNC, donc au gaz naturel comprimé, à la fois pour la translation du véhicule, mais aussi pour entraîner la toupie à béton. Et puis, vous voyez qu'au niveau des autocars et des autobus, qu'ils soient urbains ou interurbains, ce sont toutes les configurations d'essieux qui sont disponibles. Alors, voilà quelques exemples d'applications. Vous voyez les autobus qui tournent, par exemple, à Colmar. Sur le réseau Trace, vous avez à Grenoble aussi, mais il y a d'autres municipalités qui les utilisent, ou d'autres agglomérations. Ce ne sont ici que quelques exemples. Et vous voyez qu'au niveau des camions, je citais l'exemple d'un 8.4 étoile 4, un malaxeur qui, lui, utilise un moteur au gaz. D'ailleurs, il est important de noter aussi, et ça on en a peu parlé, mais c'est l'impact sur le bruit, puisque ces véhicules sont à peu près 2 fois moins bruyants qu'un véhicule diesel traditionnel, ce qui est un atout considérable, notamment pour les opérations en centre-ville. Le corollaire du gaz comprimé, c'est le gaz liquéfié, donc le gaz naturel liquéfié. Alors, ce gaz, au lieu d'être stocké sur le camion aux alentours de 200-300 bars, aujourd'hui, on peut le stocker à moins 160 degrés sur des réservoirs qui permettent en fait de réduire la taille de la molécule d'environ 600 fois. Donc, on augmente la capacité d'opération, l'autonomie des véhicules. Et on retrouve exactement ici, vous voyez, au niveau des camions, les mêmes puissances disponibles que nous les avions pour le gaz comprimé. Au niveau des réductions de CO2, on reste sur du 15%, bien qu'il existe du gaz naturel liquéfié d'origine de biomasse, qui est cher à produire et qu'on trouve plus rarement. Alors on trouve aussi du GNL qui utilise des certificats d'origine, des garanties d'origine pour pouvoir justifier une dépollution plus importante. À la fois le gaz comprimé et le gaz liquéfié sont des moteurs éligibles à la vignette critère numéro 1 et qui sont éligibles aussi au suramortissement en place jusqu'au 31 décembre 2024. Les configurations, les voilà. Pour les camions, c'est 4.2.6.2 pour les tracteurs, 4.2.6.2 pour les porteurs. À noter que vous voyez qu'il n'y a pas de motorisation pour les autocars et les autobus en gaz naturel liquéfié. Voilà quelques exemples de véhicules en gaz naturel liquéfié. Vous voyez le camion vert au milieu, on voit un réservoir cylindrique. Et c'est un réservoir cryogénique qui permet d'emporter ce gaz liquéfié à moins 160 degrés. Autre exemple, le bioéthanol. Alors, vous l'avez ici, ED95, il s'agit d'un carburant qui est issu de la biomasse aussi. Alors, soit on le produit à partir de résidus vinyliticoles, par exemple les marcs de raisin, ou alors à partir de la mélasse de betterave. Quand on fait le sucre, on récupère une partie de ces déchets, de ces résidus, et on en fait un éthanol. À cet éthanol qui est différent, il est légèrement différent de l'éthanol qu'on connaît pour les voitures, qui s'appelle E85. Celui-là est un éthanol hydraté et dans lequel on rajoute 5% d'un adjuvant qui permet de le rendre compatible avec un cycle
allumage par compression. Aujourd'hui, ce biocarburant est disponible pour les camions sur un moteur de 410 chevaux. Et on a expérimenté déjà, alors dans le sud-ouest, il y a des véhicules qui tournent, on en trouve aussi dans le sud-est qui utilisent de l'éthanol issu de marc de raisin. On l'a testé aussi dans la région nord, à partir dans des campagnes de betteraves, par exemple, et quelques véhicules vont être livrés, notamment par la concession de Strasbourg dans les mois qui viennent. Évidemment, le bilan CO2 est très attractif puisqu'il est de l'ordre de 90% à partir du moment où on utilise de l'éthanol issu de résidus. Très bien. Voilà, les spécifications, elles sont très larges puisque là, il s'agit d'un carburant liquide. On le stocke dans des réservoirs qui sont de même dimension que les réservoirs traditionnels qu'on peut trouver sur les camions qu'on a l'habitude d'utiliser en régime diesel. Là encore, vous voyez quelques exemples de véhicules. Je vous parlais des campagnes de betteraves. Vous voyez le véhicule 410 chevaux sur la droite de la photo. On trouve des bennes, on trouve des malaxeurs aussi qui peuvent être utilisés avec ce carburant. Et autre exemple, c'est autre carburant disponible, il s'agit du B100, il s'agit du biodiesel qu'on produit et qui est un EMAG, en fait, un ester méthylique d'acide gras. Et ce biodiesel est issu principalement du diester un diester de colza, produit en France, raffiné en France, distribué en France. Et ce carburant a la particularité de pouvoir être éligible par une très large gamme de puissance que nous proposons. Vous les voyez pour les camions, par exemple, sur la gauche. Hein, on a des 250, 280, 320, 360, 410, 450 et 590. 320, 360, 410 et 450 pour les autocars et les autobus. Ce biodiesel est éligible à la vignette critère numéro 2 et sa réduction de CO2 est de l'ordre de 60% par rapport aux véhicules diesel. Alors il a le gros avantage aussi, comme l'éthanol d'ailleurs, de pouvoir être stocké, et il est d'ailleurs stocké, il n'est pas distribué en réseau public, mais il est stocké par le transporteur dans ses installations, mais c'est un carburant qui est très stable et très facile à mettre en œuvre. Alors, vous voyez ici les configurations d'essieux, que ce soit pour les camions ou pour les autocars et les autobus, il y a pratiquement l'intégralité des configurations sont disponibles sur cette motorisation. Là, quelques exemples d'applications. Alors, on voit des véhicules qui ne se différencient pas de l'extérieur des véhicules diesel traditionnels. Ils ont les mêmes capacités d'emport, des consommations qui sont à 5 à 10% près au niveau des autonomies qui sont à peu près identiques. Et donc, on est ici sur des véhicules tout à fait classiques dans leur carrossage et dans leur utilisation. Alors, un autre carburant dont on entend peu parler, en tout cas pour l'instant, et on entend peut-être un petit peu plus parler dans la presse et concernant l'origine de ces carburants, il s'agit du XTL ou du HVO. C'est un gasoil de synthèse qui est obtenu à partir de la biomasse. On casse les molécules, on garde les molécules, on élimine les molécules qu'on ne souhaite pas garder, on reconstitue ce carburant pour en faire un diesel de synthèse. Alors c'est un carburant qui est très intéressant parce que Scania est une société d'origine suédoise, donc il a été testé pendant de nombreuses années en Suède. Il tient très bien le froid, il a un indice de cétane qui est très intéressant. Il a l'avantage aussi de pouvoir mettre à disposition un panel qui est non pas très large, mais qui est le plus large qu'on puisse imaginer, un panel de moteurs. Et vous voyez qu'aujourd'hui, l'intégralité des moteurs de camions et de cars et de bus que nous proposons
sont éligibles au XDL ou au HVO. Et ce carburant permet de réduire les émissions de CO2 de 90% sous certaines conditions, et c'est là que je crois qu'il faut être très prudent, de savoir à partir de quelle biomasse ce carburant est produit. Il ne s'agit pas effectivement de déforester un côté de la planète pour pouvoir ensuite produire un carburant qui se veut plus vertueux. En réalité, là, il faut se préoccuper de savoir d'où vient la biomasse. Et si la biomasse est d'origine renouvelable et respectueuse à la fois des territoires, des hommes et de l'environnement, c'est un carburant qui est très intéressant. Alors on le retrouve lui aussi, il est éligible à la vignette critère numéro 2, il n'est pas distribué directement dans les stations publiques, mais il est parfaitement stocké chez les transports, les parcs et les établissements des transporteurs. Voilà un exemple d'application. Alors là, vous pouvez imaginer tout vous prenez tous les véhicules que vous pouvez voir sur la route, les véhicules lourds, et ce carburant est parfaitement éligible à toutes les applications qu'on peut imaginer. Alors l'électrique. L'électrique, c'est une énergie sur laquelle, qui représente en fait le fondement de la stratégie Scania en termes de maîtrise des émissions et de réduction des émissions de CO2. Et c'est une énergie dont on va parler de plus en plus dans les années qui viennent. Alors, nous proposons aujourd'hui deux types de véhicules, soit des véhicules plug-in hybrides, ce qu'on appelle les PHEV, ce sont des véhicules hybrides, rechargeables, c'est-à-dire qu'on garde quand même un moteur thermique sur le véhicule, par exemple, qui pourrait très bien fonctionner avec du gasoil de synthèse, du carburant de synthèse, ou un B100, un biodiesel, par exemple, pour réduire encore les émissions de CO2. Ce véhicule utilise des batteries, une autonomie d'environ 50 à 60 km avec ces véhicules PHEV, et en dehors de ces 60 km d'autonomie, on peut reprendre évidemment le fonctionnement du véhicule avec le moteur thermique qui, lui, en plus d'être utilisé pour déplacer le véhicule, est utilisé pour recharger les batteries. Et vous voyez d'ailleurs en bas à droite une photo de la recharge. Et le deuxième type de véhicule, alors le PHEV, lui, est éligible à la vignette critère 1, mais le deuxième type de véhicule qu'on propose est un véhicule purement électrique, chargé, lui, évidemment, à partir de bornes, par exemple, et lui est éligible non pas à la critère 1, mais à la critère électrique, qui est le summum de ce qu'on peut faire en matière de vignette critère, et c'est un véhicule à batterie. Alors, je voudrais signaler d'ailleurs le partenariat que nous avons signé avec Engie et EVBox pour la fourniture. On arrive sur une fourniture d'une solution complète, puisque on peut fournir le véhicule, on peut fournir la borne de recharge, on peut fournir aussi l'abonnement et on peut fournir l'énergie qui va servir à faire avancer ce véhicule. C'est un partenariat qui existe, qui n'est pas évidemment un partenariat exclusif. Il est tout à fait possible à opérateur ou transporteur de choisir son propre fournisseur d'énergie. Alors, au niveau des véhicules disponibles, sur les hybrides rechargeables et hybrides tout simples, nous avons des véhicules avec un moteur pour les camions de 280, 320 et 300 chevaux. Ça, c'est pour la partie véhicule moteur thermique. Et puis pour la partie moteur électrique, c'est des moteurs de 130 kW. Et on a 3 batteries qui représentent 90 kWh avec une autonomie de 60 km. Pour les carrébus, il s'agit d'un hybride avec un moteur de 320 chevaux disponible. Les réductions de CO2, si on roule avec du biodiesel,
par exemple, on arrive à des 90% de réduction de CO2 par rapport à une chaîne cinématique diesel traditionnelle. Et puis enfin, au niveau du véhicule à batterie, là on a des véhicules, des moteurs plus puissants, hein, puisqu'il s'agit de 230 kW. Sur les camions, il y a 2 packs batteries différentes, hein, de 5 à 9 batteries, donc qui permet de passer à des autonomies jusqu'à 250 km environ. Et on est à peu près sur des autonomies similaires pour les autocars et les autobus notamment, avec des autonomies de 280 km. Là, on parle d'une réduction de CO2 de 90 à 100%, bien entendu, et comme on l'avait signalé tout à l'heure, suivant l'origine, bien entendu, de l'électricité, si c'est une électricité produite à partir d'une ressource renouvelable, une électricité verte. Au niveau des configurations, uniquement en porteur pour les camions, mais toute configuration pour les autocars et les autobus en véhicules hybrides. Concernant les différentes applications, vous voyez ici des véhicules. Alors, beaucoup de véhicules, pour le moment, vous voyez des véhicules à l'étranger. On trouve des véhicules en Norvège, on trouve des véhicules en Suède. On trouve McDonald's, c'est un véhicule aux Pays-Bas. Mais ce sont des véhicules qui sont maintenant disponibles et qu'on va pouvoir directement utiliser en France. En bas à gauche, vous avez le bus électrique que nous avions présenté lors du salon Busworld en 2019 à Bruxelles. Et puis j'en terminerai par l'hydrogène. Alors l'hydrogène, on en a beaucoup parlé. C'est un carburant ou une source d'énergie plutôt que nous sommes en train de tester, qui nécessite encore du développement, notamment sur les véhicules lourds. Vous voyez ici un exemple d'un projet, d'un test qui est fait. Alors, il y en a 2 en ce moment, deux projets qui sont menés conjointement. Un projet à Göteborg sur 2 bennes à ordures ménagères, et puis ce projet en Norvège chez un client qui s'appelle ASKO avec 3 véhicules. On a toujours le moteur électrique, hein, puisque c'est une pile à combustible qui se trouve sur le véhicule. Ce véhicule est mu par un moteur de 290 kW. On a des batteries, on a une pile à combustible et on a des réservoirs à hydrogène, ou un réservoir à hydrogène qui permet d'emmener 33 kg d'hydrogène à 350 bars. Dans les voitures, c'est environ 700 bars. Là, pour les camions, pour le moment, nous sommes à 350 bars et on peut espérer une autonomie d'environ 500 km. Néanmoins, c'est une solution qui est toujours en cours de développement, en cours de test, et il faudra que, pour pouvoir voir sa mise sur le marché, qu'on puisse avoir un TCO, un coût d'exploitation de ce véhicule qui se rapproche le plus possible du véhicule à batterie. Et pour Scania, le véhicule à batterie, en tout cas, la source d'énergie qui va permettre de pouvoir opérer avec des coûts d'exploitation les plus optimisés par rapport aux autres énergies dans les 20 prochaines années. L'hydrogène étant à voir en tant que ce qu'on appelle un range extender, c'est-à-dire une capacité de pouvoir augmenter l'autonomie des véhicules. Et c'est une solution qui est en cours de développement. Alors, je voudrais faire un petit rappel sur le réseau Scania, parce que mettre ces énergies à disposition des opérateurs et des transporteurs, c'est aussi avoir recours à un réseau qui permet la mise en place de ces véhicules, l'entretien de ces véhicules, la fourniture de pièces de rechange, l'adaptation si nécessaire. Nous avons un réseau qui est constitué d'à peu près 100 points à travers la France. Les techniciens sont régulièrement formés aux techniques actuelles, bien entendu, mais surtout et sur les énergies à venir. Et les bâtiments aussi sont adaptés aux solutions alternatives. Par exemple, entretenir un véhicule gaz nécessite pour un concessionnaire d'adapter, ou un point de service d'adapter ses locaux pour pouvoir réceptionner en toute sécurité ces véhicules.
Et puis évidemment, une disponibilité de pièces de rechange qui est totale, puisque une pièce de rechange commandée avant 16 h est livrée le lendemain matin avant 9 h. On a abordé ce point tout à l'heure, il s'agit de la formation à la conduite économique. On propose tout un programme de conduite économique et aussi de coaching pour pouvoir aider le conducteur à diminuer les émissions de CO2. Il faut savoir qu'un mauvais conducteur peut gommer à lui seul 10 ans de développement moteur. C'est-à-dire qu'on peut très bien, en conduisant mal un véhicule, faire en sorte que tous les progrès qui ont été faits sur la chaîne cinématique n'aient servi à rien. Donc c'est absolument nécessaire de non seulement sensibiliser, mais de former et d'accompagner les conducteurs. Et on constate d'ailleurs une économie jusqu'à 15% de gains de consommation. En 2019, par exemple, nous avons assuré 6000 jours de formation grâce à la présence de 51 formateurs, à la fois sur le terrain, mais à la fois en coaching, puisque nous pouvons suivre à distance la performance des véhicules et la manière dont ils sont conduits. Et puis, je voudrais insister aussi sur une offre que nous avons qui s'appelle le Scania Zone et qui permet en fait à l'exploitant de véhicules ou transporteur de faire en sorte de déterminer des zones. Vous voyez ici la ville de Stockholm et on a déterminé certaines zones, des zones où il faut absolument réduire au maximum les émissions, il faut réduire, pour une autre zone, il faut réduire le bruit, dans une autre zone, on va réduire la vitesse limite. Et quand on a défini ces zones sur l'ordinateur de l'exploitant, le véhicule qui se trouve connecté permutera automatiquement à l'entrée de ces zones, s'adaptera directement aux contraintes de ces zones. Par exemple, un véhicule qui est connecté, quand il entrera dans la zone du bas, la zone de à l'heure, automatiquement adaptera sa conduite et sa vitesse plutôt sur cette zone. Quand on a par exemple un véhicule sur la zone de droite qui rentrera dans une zone à faible émission sonore, eh bien, permettra, dans le cas d'un PHEV, par exemple d'un hybride rechargeable, permettra directement en mode électrique. Et donc ça, c'est une option qui est disponible. Voilà, j'en terminerai ici pour la présentation de ces solutions alternatives. Vous pouvez le constater, elles sont, pour la grande majorité d'entre elles, à l'exception de l'hydrogène qui est toujours en test, mais sur laquelle nous travaillons, elles sont toutes disponibles et vous voyez qu'on a déjà à disposition des solutions pour décarboner dès maintenant le transport, que ce soit le transport de marchandises ou de voyageurs, à des niveaux atteignant 90%, voire plus dans le cas de l'électricité. Avant de clôturer, j'avais quelques questions sur le chat. Alors, bonjour, ces solutions sont déjà opérationnelles avec des baisses de CO2 importantes et de bonne qualité de l'air critère. Quels sont les freins au développement? On parlait tout à l'heure de cercles vertueux, on parlait aussi de nécessité de développer des énergies et d'utiliser des énergies en fonction du sourcing local. Ça, c'est quelque chose qui est important. Mais le plus important, c'est effectivement le TCO, c'est-à-dire le coût opérationnel des véhicules. Ça, c'est quelque chose qui est directement lié à la propagation ou pas, ou la mise en place ou pas d'énergie alternative. Avantages et inconvénients par rapport à l'hydrogène qui est plébiscité actuellement. En fait, oui, l'hydrogène, c'est une énergie qui est très prometteuse et puis qui intellectuellement est quand même très intéressante puisqu'on parle d'hydrogène vert. Hein, on ne va pas parler d'hydrogène produit par vaporeformage, mais par électrolyse de l'eau. Donc en fait, en clair, on sépare, à partir de l'eau, on sépare l'hydrogène et l'oxygène, et puis on va recombiner l'hydrogène pour produire avec de l'air pour produire de l'électricité et rejeter de l'eau. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Mais au niveau des véhicules lourds, aujourd'hui, nous devons assurer à la fois
une fiabilité de l'hydrogène de la pile à combustible. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons, puisqu'on n'est pas sur des piles à combustible pour les voitures. On a besoin de piles à combustible qui sont beaucoup plus endurantes. Et puis, on est face à aussi, ce que je disais tout à l'heure, un TCO qui est beaucoup plus important. Aujourd'hui, un kilo d'hydrogène vert est estimé à peu près 10 euros le kilo. À terme, il devrait baisser parce qu'on va avoir des effets d'échelle aux alentours de 4 euros le kilo. Mais ça reste des véhicules qui sont chers, puisqu'on compte à peu près, pour un véhicule hydrogène, on a une première estimation, puisqu'ils ne sont pas encore commercialisés, mais on pense qu'ils seront mis sur le marché à un prix à peu près 4 fois supérieur à celui d'un véhicule diesel, avec un coût d'exploitation aussi 4 fois plus important. Mais c'est vraiment une piste qui est explorée et qui sera déterminée probablement, et qui sera disponible probablement pas avant les années 2028-2030 de façon rentable pour l'exploitant. Les inconvénients, je l'ai dit, il faut vraiment qu'on se soucie de la provenance de l'hydrogène. Il ne s'agit pas de prendre de l'hydrogène brun, mais de l'hydrogène vert. La pile à combustible, il faut qu'on voit effectivement quelles sont les contraintes quant à l'utilisation de la pile, les contraintes quant à sa maintenance, à partir de quel kilométrage il faudra la changer. Et enfin, un véhicule hydrogène, il ne faut pas l'oublier, doit emporter avec lui la pile à hydrogène, qui est une pièce relativement importante et lourde, et aussi des réservoirs pour pouvoir stocker l'hydrogène. Donc on a une charge utile qui est diminuée et on a un poids mort du véhicule qui est plus important. Donc la rentabilité est plus faible, en tout cas à l'heure actuelle. Sur les avantages, on l'a bien compris, les réductions de CO2, à partir du moment où on aura de l'hydrogène vert, sont évidemment totales. Pouvez-vous préciser si les bilans écologiques des différentes technologies présentées sont calculés sur la base du puits à la roue ou du réservoir à la roue? Oui, tout ce que nous présentons, et vous le retrouverez sur le replay, ce sont des émissions de CO2 du puits à la roue, c'est-à-dire qu'on prend en compte le carbone qui est dépensé pour la production de l'énergie, pour son extraction éventuellement, pour sa transformation, pour son transport et pour la distribution, bien entendu, et l'utilisation par le transporteur. Voilà, si il n'y a pas d'autres questions, je vous signale à nouveau que ce forum transition énergétique consacré à la région Grand Est sera disponible sur le site www.scania.fr/FTE, sur les réseaux sociaux. Votre distributeur se trouve bien évidemment à votre disposition. N'hésitez pas à nous retrouver pour d'autres forums dans d'autres régions de France. Merci d'avoir participé, à très bientôt. Au revoir.